Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de eTalk. Nous avons pour invité aujourd'hui Marie-France Malonga. Elle est sociologue des médias, docteur en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Marie-France. Bonjour Louis. Vous avez énormément travaillé dans la sphère des médias. S'il y a une étude qui vous a fait connaître, c'est celle que vous avez publiée en 2000. Elle portait sur la représentation des minorités visibles à la télévision française. C'était la toute première étude du genre en France. Et vous avez probablement suivi également cette autre étude, celle de l'INA, sur la représentation de l'Afrique dans les journaux télévisés en France. Qu'en avez-vous pensé? L'Afrique est visiblement très peu présente dans les journaux télévisés en France. Complètement, ça c'est une des grandes conclusions de cette étude de l'INA qui porte quasiment sur 10 ans, entre 2011 et 2019, c'est de montrer, d'exprimer en fait de façon assez claire une invisibilité du continent africain dans les JT français. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est une étude qui porte principalement sur les chaînes nationales en fait, les chaînes hertziennes historiques. Et donc peut-être que si on avait pris l'ensemble des chaînes françaises, notamment les chaînes Tout Info, ou les chaînes qui s'adressent à un public plus international, peut-être qu'il y aurait eu une représentation plus importante. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on regarde la télévision française traditionnelle, on se rend compte avec cette étude que la visibilité est assez faible en fait. Donc c'est un petit peu inquiétant puisque c'est un sujet qui est rentré effectivement dans le débat public depuis le début du XXIe siècle, exactement au tournant de l'année 1999 et 2000, juste au moment où cette étude du CSA est sortie. Et on se dit qu'il y a beaucoup de chemin encore à parcourir pour que les choses s'améliorent et avancent. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes dans cette étude, même si ça reste une étude quantitative, ça dit quand même beaucoup de choses sur la façon dont on représente le continent africain dans les médias français. Ce qui est important, et je pense que c'est l'un des axes de cette étude, c'est que l'Afrique subsaharienne, de façon générale, est quasi absente des journaux télévisés. Ouais. Et quand on parle des autorités africaines, la dernière qui est passée dans ce genre de journal télévisé, c'est quand même l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Ça remonte à longtemps. Complètement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une marginalisation, si on prend l'ensemble du continent africain, sur effectivement l'Afrique subsaharienne. Et pour être très clair, des populations noires et afro-descendantes, puisque effectivement la visibilité est tout à fait marginale. Alors ce qui était intéressant déjà, et ce qui était montré en fait dans l'étude du CSA et qu'on ne voit pas sur l'étude de l'INA, parce que l'étude de l'INA, en fait, elle s'intéresse au JT, donc à l'actualité proprement dite, tandis que l'étude du CSA et les baromètres de ce qu'on appelle les baromètres de la diversité au Conseil supérieur de l'audiovisuel ont été instaurés de façon systématique depuis 2009. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, effectivement, les populations noires, les minorités noires françaises, qu'elles soient issues de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de l'outre-mer français, etc., sont peu représentées, mais c'est sur l'ensemble des programmes, c'est-à-dire la fiction, l'information, le divertissement, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une visibilité qui est importante, de par les fictions étrangères et notamment américaines. Donc, en résumé, sur les écrans français, on voit plus de Noirs américains que de Français dans l'ensemble des programmes. Oui. Nous allons revenir sur cette partie qui porte sur les minorités en France à la télévision, et notamment à la télévision française. Mais je voulais revenir sur le fait que les relations historiques entre la France et les pays africains sont tellement fortes qu'il est étonnant qu'il n'y ait pas d'Afrique sur les écrans français et notamment dans les journaux télévisés français. Complètement, tout à fait. Ça montre une indifférence sur la question de l'Afrique subsaharienne. Et c'est vrai que c'est très, très étonnant parce que, comme vous le dites très bien, on a des liens historiques extrêmement forts entre ce continent et la France. Et donc, c'est effectivement très étonnant. Mais ce qui est aussi intéressant à voir dans cette étude de l'INA, c'est de se rendre compte, dans le peu de représentation qu'il y a, les types de représentations que l'on peut trouver. Et c'est vrai que c'est principalement sur des sujets liés donc à la géopolitique, mais particulièrement aux guerres, aux famines, aux crises politiques, etc. Tout ce qui est problème, en fait. Donc, ça donne une impression d'une Afrique noire qui n'a que des problèmes et qui est dans une position de victime. Et ça, c'est une des grandes représentations des minorités de façon globale ethno-raciale dans les médias français, mais
aussi, bien entendu, sur les populations noires. C'est-à-dire une des grandes représentations, c'est celle de la victime, c'est-à-dire de l'individu ou des populations qui ont vraiment, qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, etc., qui ne prennent pas en main Est-ce leur qu'on peut propre parler de destin. paternalisme dans Voilà, ce tout cas de à fait. On est figure? dans des représentations paternalistes, misérabilistes, chaotiques. L'Afrique est dans le chaos, si on s'intéresse à proprement à ces chiffres de l'étude de l'INA. Et ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Et pourquoi on ne voit peu de chefs d'État ou d'organismes régionaux qui se prennent en main, c'est parce que c'est rare de voir ce type de représentation, c'est-à-dire une Afrique subsaharienne, des populations issues de ce continent qui sont maîtres de leur destin, qui se prennent en main et qui ne sont pas dans une position de demande. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse pour avoir analysé beaucoup les représentations, notamment les représentations stéréotypées, c'est de se rendre compte en fait que cette position de la victime ou de celui qui crée le problème, en fait, voilà, dans l'ordre social, dans la société de façon globale, c'est qu'en fait, c'est une représentation assez ancienne. On se rend compte que les fondements sont anciens. Il y a une sorte de continuum, si vous voulez, des représentations, je dirais, colonialistes qui n'ont pas été déconstruites. Et en fait, pour justifier finalement la colonisation, l'État français et tous les États colonialistes, en fait, ont justifié la domination en donnant une représentation des populations colonisées et exploitées comme demandant de l'aide, devant être, si vous voulez, civilisées. On justifie la domination par le fait qu'on va aider ces populations qui ont besoin d'aide, qui doivent être civilisées, et on les retrouve aujourd'hui dans les représentations actuelles. C'est un petit peu, si vous voulez, la même logique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très peu, tout programme confondu, mais c'est la même chose, on le voit avec l'étude de l'INA dans les JT, on voit peu de personnes noires dans des rôles de premier plan, en fait. C'est-à-dire, par exemple, pour la fiction, de rôles de héros. Pour le présentateur, des rôles de présentateurs, de JT, enfin, des rôles de premier plan qui fait que le téléspectateur pourra s'identifier à une personne noire, tout simplement, ou afrodescendante, ou issue du continent africain, qui a un rôle dominant de premier plan sur lequel on pourra s'identifier. Et c'est ça le problème, en fait. Et pour avoir interrogé aussi beaucoup de téléspectateurs, on se rend compte que c'est tout à fait perçu comme tel. C'est non seulement le fait de ne pas se sentir représenté à l'écran, mais de ne pas être valorisé dans sa représentation non plus. L'autre question que j'aimerais vous poser par rapport à cette représentation de l'Afrique et des pays africains dans les journaux télévisés en France, c'est est-ce que c'est une spécificité française d'avoir une telle représentation à la fois faible, mais aussi très négative du continent africain? Toutes les autres puissances coloniales se comportent-elles de la même manière? Alors, on va dire que de façon globale, ça dépend des pays, mais en fait, si on prend un pays qui est assez proche du nôtre, qui est l'Angleterre, en fait, on se rend compte que la représentation est beaucoup plus importante, en fait, des populations noires, afro-caribéennes, etc. Parce que, en fait, c'est un pays qui s'est plus interrogé sur l'identité nationale de sa propre société et qui ne voit pas ce qui est perçu comme différent, comme quelque chose de dangereux, de menaçant pour la société. Alors, je ne dis pas qu'on est dans le meilleur des mondes et qu'il n'y aura pas de racisme en Angleterre, mais en tout cas, dans les pays anglophones, de façon globale, on se rend compte qu'il y a moins de crispation autour de la différence culturelle ou de ce qui est représenté comme différent. Et donc, il y a beaucoup plus de représentation. Mais c'est-à-dire que le questionnement, si vous voulez, est venu beaucoup plus tôt, puisque c'est dès la fin des années 80, depuis le début des années 90, que les médias français, et notamment l'organisme audiovisuel public, la BBC, s'est interrogé sur cette question. On n'a pas le même rapport, si vous voulez, aux minorités, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une vraie question politique, au fond. C'est-à-dire que les pays anglophones, et notamment, par exemple, l'Angleterre, mais c'est le cas aussi du Canada, des États-Unis, et même, je pense, la Belgique, qui est aussi proche de nous, a plus tendance à s'intéresser à cette question, à être moins... à moins voir les minorités ou l'affirmation d'une identité culturelle, quelle qu'elle soit, comme une menace pour la société, pour la communauté nationale. Donc, en Angleterre, par exemple, ou dans tout pays anglophone, on peut tout à fait mettre en avant son identité culturelle, sa différence, tout en étant inclus dans la société en question. Alors que dans la société française,
systématiquement, une personne qui n'a pas la peau blanche, en fait, clairement, est considéré potentiellement comme quelqu'un de différent, en fait, comme quelqu'un qui n'est pas inclus dans la communauté nationale et on insiste sur le choc culturel, on insiste sur tout ce qui est extraordinaire. Et en fait, on a une difficulté à rentrer dans la banalisation de l'autre et voilà, montrer que ces personnes font partie de l'histoire française, de la communauté française. Et un très bon exemple, d'ailleurs, aujourd'hui, me semble être celui de la suppression annoncée de la chaîne de télévision France O, la chaîne de l'Outre-mer, qui montre bien une indifférence générale sur toutes les populations de l'Outre-mer, les populations noires de façon globale. Et je trouve que c'est assez problématique. Et l'Outre-mer, c'est l'Outre-mer français en l'occurrence. C'est oui, pas l'Outre-mer français, oui, tout à fait. Oui, c'est français, c'est la France en fait. Parce que ça, c'est un problème, je pense, au sein de la société française, c'est qu'il y a une difficulté dans les représentations à penser que en fait toute l'histoire qui est liée au continent africain, c'est à la colonisation, l'esclavage et l'histoire de France, tout simplement. Ce n'est pas l'histoire des minorités, ce n'est pas l'histoire des Noirs, ce n'est pas l'histoire de l'Afrique, ça fait partie de l'histoire de France. Et combien de personnes aujourd'hui pensent en fait que finalement la colonisation c'était bien? C'est-à-dire que c'était bien pour le continent, ça permettait effectivement de le civiliser, de lui apporter des routes, mais non, c'était une domination, c'était une exploitation. Et malheureusement, dans les représentations, je trouve que ça perdure toujours. Vous avez parlé de la colonisation, je voudrais revenir sur le modèle colonial français. C'était un modèle d'assimilation. La volonté était de faire que les populations qui étaient colonisées oublient leur identité pour prendre celle de la République et donc se fondent dans ce fameux liberté, égalité, fraternité qui fait qu'il n'y a pas de distinction entre les Français. Aujourd'hui, on parle d'intégration. Est-ce qu'on est dans la même logique que celle de la période coloniale? Je pense. Je pense très sincèrement que le concept d'intégration qui est plus venu dans les années 80 avec l'intégration au sens propre dans la société française des populations issues des mouvements migratoires, des premières générations d'enfants d'immigrés, je pense que très sincèrement, le concept d'intégration à la française n'est qu'une prolongation du concept d'assimilation durant la période coloniale, parce que tout simplement, on demande à un individu de faire fi de tout ce qui le constitue. C'est-à-dire que je pars du principe, et d'ailleurs c'est pas que moi qui le dis, tous les sociologues et les psychosociologues surtout le disent, que l'individu, pour se construire, a des identités multiples. C'est-à-dire on mobilise plusieurs identités dans sa vie quotidienne, dans son histoire de vie, etc. Et qu'on peut tout à fait se sentir noir et français, se sentir musulman et français, se sentir, je ne sais pas, sénégalais, congolais et français. C'est un sentiment normal. Et là, en fait, on demande à un individu effectivement de ne pas mettre en avant d'effacer une partie de son identité. D'effacer une partie de ce qui le constitue, de son identité. Et on demande surtout aux individus de faire un choix entre la France et leur propre origine, et ce qui les constitue, et leur histoire. Et ça, je trouve que c'est assez problématique. Ça fait comme si on demandait en fait à quelqu'un, tu dois choisir entre ton père et ta mère. C'est pas possible. On aimait son père et sa mère, on veut les deux. Et donc, il y a une difficulté à pas accepter finalement le caractère multiculturel de la société française qui est indéniable de par son histoire. Autre question, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que nous avons beaucoup parlé de misérabilisme et de sous-représentation, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France, qui montre des aspects négatifs, fait son service après-vente par rapport à la présence militaire, par rapport aux aides qu'elle apporte par moment aux pays africains, et que c'est un exercice de communication après tout? Oui, tout à fait. Je pense que ça arrange bien de toujours représenter l'Afrique subsaharienne, les populations noires, les populations afrodescendantes, dans cette situation de demandeurs, dans cette situation de chaos, parce que c'est un peu la même logique que dans la logique colonialiste, c'est-à-dire que ça justifie la domination. On est là pour mettre de l'ordre, on est là pour aider. Et donc, c'est vrai que c'est assez problématique. De la même façon, je pense qu'il y a aussi quand même des liens culturels indéniables, comme on le disait au début de notre échange entre la France et l'Afrique, notamment à travers la francophonie, etc. Donc, on est vraiment... Il y a aussi des liens
qui sont présents et qu'on ne peut pas occulter. Il y a quand même voilà, des échanges. Déjà, on a beaucoup de populations afrodescendantes qui habitent en France. Et donc, oui, je pense que c'est dans la même logique, comme vous disiez, de justifier un petit peu la domination. Et donc, je trouve ça dommage qu'on ne montre pas d'autres types de représentations, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas d'occulter la réalité, parce que c'est aussi un fait. C'est une évidence, effectivement, il y a des guerres, il y a des famines, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, c'est ça le problème du stéréotype, c'est de montrer des représentations statiques et d'enfermer dans une seule image sans montrer d'autres types de représentations. Et en fait, je pense que pour évoluer sur cette question, il faut arriver à ce que j'appelle une variation dans la représentation et aussi une banalisation pour montrer l'autre comme inclus dans la communauté nationale, celui qu'on pense comme différent. Eh bien non, il fait partie de la société française aussi. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée justement à toutes ces questions de représentation des minorités en France et notamment sur la définition même que l'on se fait des minorités en France et dans les médias français. À tout de suite. On se croirait sur une scène théâtrale alors que non. Il y a 21 ans, le 29 février 2000, alors que la France organisait la 25e cérémonie des Césars du cinéma au Théâtre des Champs-Élysées de Paris, Calixte Biala, en compagnie de Luc Saint-Éloi, font irruption sur scène et ceci sous le regard médusé du public et de façon inopportune, ils arrachent la parole au nom du collectif Égalité. Nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine. Imaginez seulement, imaginez dans ce pays une télévision qui vous transmettrait exclusivement des images de noirs. L'histoire a fait de nous des sempiternels battus, des sempiternels foutus. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n'aviez pas répondu à nos doléances. Un collectif à l'initiative de la romancière franco-camerounaise qui a pour but d'assurer une meilleure représentativité des minorités dans les chaînes de télévision françaises. Une volonté de la France noire d'exister sur la place publique se faisait ressentir depuis plusieurs décennies. Un besoin de mémoire, d'identité et d'intégration soutenu par plusieurs personnalités, parmi lesquelles le disparu saxophoniste Manu Dibango et l'humoriste Dieudonné. Nous en avons assez de cette France soi-disant républicaine qui poursuit une politique calquée sur le modèle esclavagiste et colonialiste du passé. Le collectif, depuis les années 1998, date de sa création, multiplie les coups d'éclat au ministère de la Culture. Et à ce combat s'associe le Club Averroès, composé de près de 350 membres, donc la moitié est journaliste. Des groupes de pression économique, sociale et politique avec pour vocation de permettre aux Noirs de France de se frayer un chemin noble et de lutter contre les injustices sociales voient le jour. Dans une société frappée de plein fouet par le chômage structurel et la multiplicité des discriminations raciales, l'urgence d'une équité se cristallise. Des actions que les responsables de France Télévisions qualifient de harcèlement. Résultat, les cahiers de charges des médias publics seront modifiés, les obligeant ainsi à assurer une meilleure représentativité des minorités. Une première victoire voit le jour et les Noirs de France sont désormais recrutés, mais de façon timide dans les médias. Christine Kelly, Audrey Pulvar, Élise Laure Etia et Elisabeth Chungui seront rejoints plus tard par Harry Roselmack, actuel présentateur du magazine 7 à 8. Les médias français seront de plus en plus colorés. La négation du racisme dans les institutions françaises se fait ressentir, mais aussi et surtout l'espoir pour les populations noires de voir s'appliquer le principe de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. C'est la deuxième partie de e-Talk, toujours avec la même invitée, Marie-France Malonga, sociologue des médias, docteur en sciences de l'information et de la communication. Je rappelais cette étude dont vous êtes l'auteur, qui est parue en 2000, une étude du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur la représentation des minorités visibles à la télévision française. Et je disais en début d'émission que c'était la première fois qu'on s'intéressait à la représentation des minorités. Est-ce que depuis 2000, ça fait 20 ans aujourd'hui, cette représentation s'est améliorée? Est-ce qu'il y a plus de place qui est faite à la télévision française aux minorités?
Complètement. Tout à fait. Il y a quand même eu une prise de conscience. Et d'ailleurs, donc ça a changé la télévision, cette étude. Ça a permis vraiment de poser le débat. Mais il faut quand même savoir que cette étude, elle a été créée parce que en amont, il y a eu une association qui avait été créée par Calix Beyala, écrivaine franco-camerounaise, et qui avait autour d'elle des artistes, des metteurs en scène, etc., d'origine africaine, Afrique subsaharienne et aussi de l'outre-mer, et qu'elle avait vraiment sollicité un rendez-vous auprès de l'instance de régulation pour demander que les représentations changent, qu'il y ait effectivement, il y avait eu en fait une sorte de happening au César de février 2000 pour expliquer que les populations noires en France ne se sentaient pas représentées au cinéma, dans la publicité, dans les médias et l'ensemble des autres représentations, qu'elles soient d'origine arabe, asiatique, etc., toutes les populations non blanches en fait. Et effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est les populations elles-mêmes, les mouvements, si vous voulez, militants, qui ont fait une demande de représentation. Ce n'est pas venu des institutions elles-mêmes qui se sont levées un matin en disant « Ah bah tiens, on va mettre plus de Noirs et d'Arabes à la télévision française ». Non, non, ça a vraiment été une demande de la part des minorités, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Et effectivement, ça a permis de faire changer les choses. Mais il faut savoir qu'au départ, cette étude n'a pas été très bien reçue par l'ensemble des médias ou l'ensemble des commentateurs, des journalistes, etc. Elle a été accusée, si vous voulez, de faire de la discrimination elle-même en recensant des individus en fonction de leur couleur de peau et de leurs origines à l'antenne. Donc ça a montré que c'était quand même un sujet assez tendu. Et au fur et à mesure des années, effectivement, il y a eu des mesures qui ont été prises, parce que justement, ce qui est très intéressant avec cette étude, c'est qu'elle a permis de changer en fait les cahiers des charges des chaînes publiques et les conventions des chaînes privées. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une petite phrase qui expliquait, en fait, qui donnait comme obligation aux chaînes de faire, donc c'est pas la phrase exacte, mais l'idée c'était de faire un effort pour mieux représenter l'ensemble de la communauté nationale française et toutes les origines, etc. Pas que les Noirs. Voilà, non, pas que les Noirs. Parce pas que quand on dit souvent minorité, les gens ont l'impression qu'il ne s'agit que des Noirs et des Arabes. Oui, tout à fait. C'est vrai que le concept de minorité, donc effectivement dans le concept de minorité, on peut mettre beaucoup de choses, mais c'est vrai que de façon globale, quand on parle de minorité, on parle effectivement des personnes issues d'émigration ou qui ont un aspect phénotypique non blanc, etc. Mais on parle aussi en fait de tout individu qui potentiellement peut subir des stigmatisations, de l'exclusion, des discriminations et qui peut être minoré socialement, avoir des désavantages en fait économiques, politiques et souffrir de reconnaissance et de représentation au sein de la société. Donc ça regroupe aussi les minorités de genre, la question des femmes, les minorités LGBT et la question par exemple du handicap. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'il y a en termes de lutte pour une meilleure représentation des minorités en France, c'est qu'on parle d'un concept assez générique qui est celui de diversité. Et en fait, on va dire, bon, bah voilà, on fait des efforts, par exemple, dans les médias, dans les chaînes, dans les publicités, etc., pour mettre plus de diversité. Et on va un peu noyer le poisson, entre guillemets, en faisant des mesures pour les personnes issues des quartiers populaires, des seniors, etc. Et en fait, on va dire, ah bah voilà, on a fait de la diversité, mais en fait, on n'aura pas forcément réglé le problème. Parce que la question sur laquelle on a le plus de mal en France, c'est la question vraiment ethno-raciale, c'est-à-dire vraiment la question minoritaire, ce qu'on appelle minorité ethnique dans les pays anglophones. Et donc là, il y a vraiment une difficulté à parler sans tabou de cette question et de vouloir vraiment régler les inégalités sur ce point. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour revenir à l'antériorité de la question, c'est qu'effectivement, il y a eu des changements, parce que ça a été aussi le moment, il faut savoir, à la fin de l'année 1998, donc à la fin des années 90, il y a eu la France qui a gagné la Coupe du Monde avec une équipe qu'on appelait à l'époque, en tout cas dans les commentaires journalistiques, Black Blanc Beurre. Donc en fait, c'est dans les grands moments comme ça de sportifs qu'il y a une fierté à ce que la société française soit mélangée. Et là, en fait, ce sont
des minorités de toutes les couleurs et noires particulièrement qui font gagner la France. Et on est fiers de cette équipe qu'on appelle l'équipe de France. Même s'il y aura toujours des minorités, là au sens propre du terme, extrémistes qui vont dire que l'équipe de France n'est pas française parce qu'il y a trop de noirs. En attendant, il reste très très minoritaire parce qu'il y a une vague de fierté. Et donc symboliquement, ça a créé aussi des attentes qui étaient de toute façon demandées depuis les années 80 avec la marche pour l'égalité des populations. On a appelé la marche des beurs. Voilà, qu'on a appelé la marche des beurs. Mais là, symboliquement, on a dit il faut faire quelque chose. C'est pour ça que ce collectif égalité avait été créé, il n'existe plus aujourd'hui, mais il a vraiment ouvert un débat. Et donc, qu'est-ce qui a changé? C'est plus en termes de visibilité. Parce que sur la question de la représentation des minorités, il y a vraiment deux aspects à prendre en compte. La question de la visibilité et la question de la représentation en termes qualitatifs. En fait, la question qualitative qui est la plus dure à changer. Parce qu'il faut déconstruire les idées reçues, les stéréotypes qui se reproduisent très facilement parce qu'ils se reproduisent de façon inconsciente, en fait. Et la visibilité, quelque part, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en œuvre parce que, voilà, on va embaucher des professionnels, des journalistes, des animateurs, des acteurs. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même une volonté de colorer la télévision française sur l'ensemble des programmes. Mais après, en termes qualitatifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, sur l'étude de l'INA, c'est que on se rend compte que c'est plus dans certains types de rôles qu'on va voir les minorités, qui sont toujours les rôles de victime. Après, il y a le rôle du délinquant, de celui qui crée le trouble. Il y a la représentation extrêmement exotique du sauvage, avec des guillemets, voilà, celui qui a des pratiques un petit peu obscures. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans les fictions, il y a un personnage qu'on voit beaucoup dans les représentations, qui est le personnage du marabout un peu bizarre qui va tuer des poulets, qui va faire des incantations, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est un personnage très récurrent dans la fiction française et dans les séries françaises. Mais il y a vraiment des efforts qui sont faits en termes de visibilité, mais en termes de représentation qualitative, comme je disais, on retombe dans les vieux stéréotypes issus des représentations anciennes. Et surtout, une difficulté à montrer les populations issues des minorités, et là, on parle de la question noire, des populations noires, sur le devant de la scène, c'est-à-dire dans des rôles de premier plan, que ce soit pour une émission d'information ou une émission de fiction. Et parmi les journalistes qui ont pu bénéficier de cet accès à la visibilité, il y en a deux qui ont marqué l'écran. C'est d'abord Christine Kelly, qui a été la première femme à présenter le journal sur LCI, la chaîne d'info en continu de TF1. Et puis, il y a eu après le présentateur du journal de la TF1, Harry Roselmack. Et tous les deux sont antillais. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est une réflexion que je me fais très souvent. C'est vrai qu'on met beaucoup de personnalités, c'est vrai, issues de l'outre-mer. Et c'est vrai que des journalistes d'origine africaine, c'est sûr que il y a un petit peu moins de représentation, ça c'est vrai. Je pense que ça s'explique par le fait que effectivement, on est toujours dans cette marginalisation des personnes d'origine africaine qu'on considère qu'on a des difficultés à s'imaginer comme français en fait. C'est-à-dire qu'on peut être noir d'origine africaine et aussi métis et être français. C'est pas parce qu'on a une visibilité de couleur de peau effectivement que on est étranger, etc. Et donc, c'est sûr qu'il y a plus de proximité, on va dire, quand on parle des populations noires, avec la question de l'outre-mer. Et donc, ce qui serait bien, c'est effectivement d'ouvrir un petit peu aussi la porte aux journalistes issus du continent africain. Est-ce que vous avez l'impression que dans le traitement qui est réservé aux Noirs en France, les ressortissants de l'outre-mer, les personnes qui viennent des Antilles, peuvent être assimilées aux populations africaines qui viennent de l'extérieur? Est-ce qu'il y a cette confusion, Complètement, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, les populations de l'outre-mer, noirs de l'outre-mer, vivent absolument les mêmes discriminations que les populations d'origine africaine française. Parce que on met tout le monde dans le même panier, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas blanc et tout ce qui est noir est considéré comme, de toute façon, étranger, une menace pour la société française. Donc, il n'y a pas franchement de distinguo qui est fait. Alors après, ce qu'on va faire, c'est que c'est plutôt les personnes qui ont
la peau claire, c'est-à-dire les personnes métisses, par exemple, qui vont être plus considérées comme venant de l'outre-mer. En gros, dans les représentations sociales, on va dire tout ce qui est noir foncé, ça vient d'Afrique, et tout ce qui est de peau claire, tendance métissée, c'est l'outre-mer, ce qui est absolument un non-sens, puisque bien entendu, il y a des carnations complètement différentes d'un côté comme de l'autre. Et c'est sûr que dans les populations de l'outre-mer, il y a des personnes qui ont la peau extrêmement noire et d'autres plus claires, donc ça n'a absolument aucun sens. Donc ça veut dire qu'on fait comme ça des catégorisations complètement caricaturées, en fait, si vous voulez, parce qu'il y a une non-connaissance, en fait, de cette histoire de l'outre-mer, de l'Afrique subsaharienne, parce que beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'en fait, on a l'impression que les minorités noires françaises sont des menaces, parce qu'on ne les inclut pas dans notre histoire, dans notre imaginaire collectif. Parce que s'il y a des Noirs en France et des personnes africaines en France, ils ne sont pas arrivés en parachute, en fait. Ils viennent d'une longue histoire. C'est le continuum d'un historique très précis. Et donc, si on apprenait plus l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, etc., les grandes migrations, comme faisant partie de l'histoire de France, comme je le disais en amont, eh bien, ça serait inclus dans la tête des Français, et notamment des jeunes Français, des écoliers. Et on pourrait s'imaginer que ces personnes font partie de la France et qu'en fait, c'est ça qui a changé. C'est pour ça que les médias, à mon sens, ont un rôle important à jouer pour changer en fait ces représentations de ce qu'est un Français, de ce qu'est une Française en fait, changer nos représentations sociales et sur ce qu'est la citoyenneté française, parce que ça peut tout à fait aider à mieux inclure ces personnes ensuite par définition au sein de la société. Donc voilà, en résumé, il y a vraiment du travail à faire pour améliorer la question qualitative. La preuve, pendant les Césars de cette année, c'est-à-dire la cérémonie des Césars en mars 2020, on a eu une intervention de la comédienne Aïssa Maïga, qui a bien dénoncé déjà depuis 2018 dans un ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle « Noir mais pas mon métier » avec plusieurs comédiennes, un ouvrage collectif. Donc elle a fait une apparition au César mars 2020 pour dire voilà, nous ne sommes pas assez visibles, il faut ouvrir le cinéma. Donc ça touche aussi à la question des représentations médiatiques au sens large, même si on a la question au cinéma. Et on prend l'intervention du collectif Égalité dont je viens de parler en février 2000. Donc février 2000, mars 2020, on a toujours cette intervention pour demander plus de représentation. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un problème et que ce n'est pas réglé. Et quand on prend l'outre-mer en particulier, il y avait une rédaction en langue créole à RFI qui a été supprimée, et maintenant l'autre chaîne qui est dans le viseur des autorités, c'est France O qui va disparaître également. Ouais. Est-ce que c'est le signe que malgré toutes les avancées que vous avez décrites, il y a quand même des reculs qui se profilent à l'horizon? Oui, complètement, tout à fait, parce que ça veut dire, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a avancé, mais peut-être effectivement on recule sur certains aspects, notamment avec la suppression de cette chaîne-là, parce qu'on ne veut pas voir que c'est une vraie question. On a l'impression en fait que la question est réglée, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils, si vous voulez, de correction de ces inégalités qui ont été mis en place dans la sphère médiatique. C'est vrai que le CSA s'est investi de cette question depuis 2000. Il y a un baromètre. Les chaînes ont des obligations, comme je l'ai dit. C'est vraiment dans leur cahier des charges, dans leur convention. Ils doivent même faire un bilan. C'est-à-dire que tous les ans, quand ils rendent leur bilan pour voir s'ils ont respecté leurs obligations, ils doivent expliquer ce qu'ils ont fait en matière de ce qu'on appelle diversité sur les chaînes. Voilà, il y a vraiment une personne dédiée sur cette question, par exemple au groupe France Télévisions et sur d'autres chaînes, en fait, des monsieur et madame diversité, des départements diversité, qui sont là effectivement pour essayer de changer les choses, donc pour créer des améliorations. Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre qui leur permet d'améliorer la situation? Il y a quand même des choses effectivement qui sont intéressantes, qui se produisent, mais c'est par petites touches en fait. Et donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est complètement révolutionnaire, mais ça avance par petites touches, puisqu'on voit bien quand même qu'il y a, je veux dire, dans l'étude de 2000, il faut dire qu'on partait de zéro. Donc quand on part de zéro, on peut effectivement augmenter. Mais par exemple, en 2000, la représentation était complètement anecdotique. Une des grandes conclusions de cette étude était fort intéressante, c'est qu'il y avait effectivement une France mélangée, des minorités, etc., mais qui étaient complètement dans des rôles de second plan,
noyés dans les rôles de figurants, même pas dans les publics d'antenne. Parce qu'avant 2000, dans les publics d'antenne, on faisait attention des personnes qui étaient dans les publics des chaînes des émissions de plateau pour qu'il n'y ait que des blancs devant et de préférence de jolies femmes. Maintenant, ça a changé parce que justement, dans l'étude du CSA, il y avait eu la vérification des publics. Et maintenant, on voit que les publics sont plus bigarrés sur les chaînes de plateau télé. Donc, il y a des évolutions par petites touches, mais c'est vrai qu'il y a toujours une crispation parce que justement, comme il s'est passé des choses, qu'il y a des outils d'évaluation, etc., qu'il y a un baromètre et tout ça, on se dit, la question est réglée, en fait. C'est bon, les choses sont faites, on peut passer à un autre sujet. Alors qu'en fait, sur la question des inégalités, quelles qu'elles soient, il ne faut jamais baisser la garde. En fait, c'est ça la règle. Parce que de toute façon, c'est toujours un combat que de chercher à avoir une société plus égalitaire et à chercher une meilleure reconnaissance des individus marginalisés dans une société. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre des outils pérennes et qu'il faut monter d'un cran pour que les choses puissent changer en fait, et s'améliorer. Et moi, je pense que ça passe par des mesures un petit peu plus dures, un petit peu plus fortes pour qu'effectivement il y ait un vrai changement. Merci Marie-France Malonga. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la troisième et dernière partie dans laquelle nous abordons à la fois les nouveaux médias, mais également les nouveaux combats liés à la représentativité des personnes minoritaires à la télévision française. À tout de suite. La diversité dans les chaînes de télévision françaises est-elle une utopie ou une réalité? On allume la télé et malheureusement, ça manque de couleurs. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Et on a encore du mal à colorer notre télévision parce qu'on vous dit qu'on ne trouve pas des profils différents. Cette diversité, on ne la trouve pas, on ne les voit pas. La modification des cahiers de charges enclenchée en 2000 pour une meilleure représentativité des minorités dans les chaînes de télévision françaises est-elle effective? Des boîtes de production ou des chaînes sont encore un peu trop blancs à mon goût, un peu trop hétéros à mon goût et un peu trop masculin. Un constat alarmant pour les présentateurs télé qui étendent ses racines dans le paysage cinématographique. Un cinéma français qui peine à s'arrimer à l'image de la société française d'aujourd'hui. Aïssa Maïga, lors de la dernière cérémonie des Césars, n'a pas manqué de rappeler cette faille. À chaque fois que je me retrouve dans une grande réunion du métier, je ne peux même pas chercher à compter le nombre de noirs dans la salle que j'ai déjà fait les comptes. Je crois qu'on est à peu près 12. 12 noirs, acteurs et actrices du cinéma français. Les chiffres sont tellement bas qu'il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, pourquoi pas? On peut désormais compter sur Internet et les nouveaux médias sociaux qui, de façon exponentielle, font bouger les choses. C'est pessimiste pour la suite. Je pense que la véritable variable d'ajustement va se passer maintenant sur le digital, sur Internet, où les gens n'ont plus besoin de demander la validation, la sanctification des autorités ou de qui ou qu'est-ce. Netflix, par exemple, est venu exploser le truc. On a créé une initiative qui s'appelle One, Worldwide Afro Network, le réseau afro-mondial. Et on a réuni près de 200 personnalités sur le net. C'est des expériences qu'on aurait pu monter avec le service public, avec des privés, mais on va nous dire que c'est du communautarisme, etc. Et pourtant, ça cartonne sur Internet. Si dans son dernier bilan, le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconnaît une nette progression de la parité dans les médias, manifestement, beaucoup reste à faire. Un bilan mitigé des promesses peu tenues de France Télévisions que les responsables ont du mal à assumer. Nous avons fait une vraie progression. C'est-à-dire qu'on est passé de 25% à 42%. Ça n'est pas 50%, vous avez raison de le noter, mais je n'ai aucun doute que nous y arrivions. Sur la diversité, nous n'avons pas rien fait, mais c'est vrai que ça ne progresse pas assez vite. Des progrès à noter pour une France encore plus colorée à l'image de la multiculturalité dont elle est aujourd'hui la parfaite incarnation. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de e-Talk consacrée à la question de la représentation des minorités à la télévision en France. Je suis en compagnie de Marie-France Malonga, qui est sociologue des médias. Elle est également docteur en sciences de l'information et de la communication. Et dans cette troisième partie, nous parlerons de sujets qui fâchent, notamment de la question à la fois des Black Lives Matter, qui se traduit avec la question d'Adama Traoré et de toutes les mobilisations liées à son affaire avec sa sœur. Et puis nous parlerons aussi de la question des films noirs à la télévision française. Tout d'abord, est-ce que vous avez l'impression qu'il est plus facile pour les médias français de mettre en avant des productions américaines avec des noirs qui sont quand même dans des rôles assez valorisants, plutôt que de le faire avec les comédiens et les acteurs noirs?
français? Complètement. Je pense que c'est la facilité parce qu'effectivement, si vous voulez, on reconnaît en fait les Noirs américains comme étant des Américains, même si eux-mêmes ont aussi leurs propres problèmes, hein, parce que les inégalités, le racisme est inhérent à toute la société. La société américaine est une société esclavagiste, donc les minorités noires, même s'il y a eu beaucoup d'avancées, rencontrent aussi des problèmes d'exclusion, de discrimination, etc. Mais on est dans une valorisation en fait de la culture afro-américaine, et notamment d'un point de vue populaire. Donc c'est valorisant que de mettre des Noirs américains, des Africains américains, parce que c'est considéré comme quelque chose de positif culturellement. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Mais après, ce qui est difficile, c'est de voir que les Noirs français aimeraient avoir le même type de représentation. Pour les questions que l'on évoquait précédemment, c'est qu'il y a une sorte d'impensé de la question noire, et on veut montrer en fait les populations noires qui revendiquent plus de reconnaissance comme des populations qui seraient dans une volonté séparatiste et communautariste. Ça, c'est vraiment le chiffon rouge qu'on agite en permanence dans le débat politique français, de dire qu'un certain nombre de populations est un danger pour la France, divise le corps national, etc., alors que c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire que ce sont des demandes de reconnaissance. On va évoquer ça tout à l'heure, mais la question du mouvement Black Lives Matter qui a eu lieu aux États-Unis premièrement, mais qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'ensemble des pays sur la scène internationale, montre qu'il y a une vraie difficulté avec la question noire en France et dans toutes les sociétés où il y a des populations noires. Donc c'est beaucoup plus simple, on a de la sympathie, si vous voulez, pour les Africains américains dans la culture populaire, dans ce qu'ils représentent, dans la musique, etc., dans le cinéma, mais on a des difficultés à voir que sa propre société a aussi des populations noires et qui pourraient être valorisées et qui ont les mêmes talents. Mais qu'est-ce qui fait que l'affirmative action, qu'on a traduit en France par discrimination positive de façon maladroite, qu'est-ce qui fait que cette discrimination positive-là, si on reprend le vocabulaire français, a marché aux États-Unis, est copiée en France au niveau du cinéma, mais ne peut pas être reproduite dans la société française, notamment dans son cinéma et à la télévision? Parce qu'en fait, c'est une vraie question politique, en fait. C'est une question politique dont on parle, c'est-à-dire la question de la représentation médiatique, c'est une question média, mais c'est avant tout un problème politique, et c'est un problème sur la façon de penser sa propre nation. C'est-à-dire qu'on est dans deux sociétés qui sont complètement différentes. Les États-Unis sont une société qui reconnaît les différences culturelles et les communautés dans l'espace public. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit d'afficher son identité, sa différence culturelle, sa cuisine, sa religion dans l'espace public. Ce n'est pas un problème. Cependant, dans le cas français, pour des raisons purement idéologiques et qui est bien reflétée par notre Constitution, la société française, selon le premier amendement de notre Constitution, le premier article de notre Constitution, est une et indivisible. Et on a une conception idéologiquement parlant qui est la conception universaliste française d'une société dans laquelle tous les citoyens sont dans le même creuset, sans distinction d'origine, de race, etc. On a même éradiqué le mot race de la Constitution récemment, parce que nous sommes une république une et indivisible. Mais ça, c'est l'idéologie. C'est sur le papier, en fait. C'est au niveau des valeurs idéologiques de notre pays, qui sont magnifiques, personne ne les conteste. Cependant, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, dans les rapports sociaux, dans la réalité, des inégalités, des discriminations, quelque chose de lourd, et on est très loin de tous ces mots un petit peu heureux de diversité, de tout va bien, on a fait des efforts. Non, c'est la dure réalité de la discrimination et des inégalités, elle existe, et ça a bien été illustré par les dernières manifestations autour d'Adama Traoré. Donc, la difficulté en France, c'est de vouloir mettre en place des mesures de correction des inégalités d'ordre racial. C'est quelque chose qui fait peur, parce que ça voudrait dire que ça remet en cause toute la conception politique et idéologique de notre société. Donc, ça veut dire qu'on devrait arrêter de dire, parce que c'est le cas aujourd'hui, que, en fait, et c'est ce qui est représenté aussi avec l'idée de laïcité, c'est que tout ce qui concerne l'affirmation des différences culturelles doit être que dans la sphère privée, en fait. Et donc, on a une représentation
voilà, d'une société qui ne devrait pas avoir de différence culturelle, où tout le monde devrait être à peu près pareil. Et on rejoint l'idée d'assimilation première, qui est l'idée même de la France et de la nation française. Donc, le problème vient de là, en fait. Ce qui fait qu'il est difficile de mettre en place des outils concrets qui peuvent vraiment faire changer les choses, comme dans le cas de l'affirmative action aux États-Unis. Moi, j'ai choisi de ne pas le traduire, en fait, j'ai affirmative action, parce que, comme vous le disiez, discrimination positive, c'est une très mauvaise oxymore, c'est-à-dire que ça montre à quel point on est contre ce type de politique. Et donc, voilà, moi, je pense... Mais est-ce qu'en France, on ne peut pas envisager l'idée de faire des statistiques ethniques? Voilà, c'est ça l'outil qui nous manque, en fait. C'est ça l'outil qui nous manque. Cet outil nous manque cruellement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'avoir une vision claire de l'état des inégalités raciales en France. Nous sommes pieds et mains liés. On le sait qu'il y a de la discrimination, mais ce n'est pas assez précis, en fait, dans la façon dont l'état des lieux est fait. C'est-à-dire que si on prend le cas d'Adama Traoré, on a entendu des choses dans les médias de la part des hommes politiques, etc., ou même de certains commentateurs absolument scandaleux qui se permettent de dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police. Dans la police française. On n'est pas en train de dire effectivement que tous les policiers sont racistes, mais c'est un non-sens que de le dire. Il y a combien d'études qui montrent le contrôle au faciès, etc. Et donc, s'il y avait des statistiques ethniques, on ne pourrait plus dire ça. Ça ne serait pas possible. Mais qu'est-ce qui empêche? Est-ce qu'il y a une loi qui empêche que l'on complètement. fasse des statistiques? Bien sûr, là est la question. C'est-à-dire que c'est totalement illégal, c'est inconstitutionnel que la statistique française crée des fichiers ethniques. En fait, si vous voulez... C'est leur diffusion qui pose problème ou c'est le fait de les recueillir? Parce que c'est le fait de les recueillir. Non, parce que justement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'INSEE, la statistique publique... L'Institut national de la statistique... Voilà, la statistique publique, en fait, n'est pas en droit de recueillir des données relatives à l'appartenance ethnique. En fait, les seules données que nous ayons, ce sont des données d'ordre migratoire, en fait, si vous voulez, sur la statut d'étranger ou non. Donc, on différencie les étrangers, les immigrés. Et là, petite révolution depuis quelques années avec une étude de l'INED qui s'appelle l'étude Théo, trajectoire et origine, qui date de 2008 et qui a été publiée en 2015. On a maintenant la catégorie des descendants d'immigrés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris aussi dans cette étude, faite conjointement avec l'INSEE, les personnes de l'outre-mer, parce qu'on voit bien aussi qu'avec l'outre-mer, il y a un problème. Mais on s'arrête à une génération, en fait, et on ne s'intéresse qu'à la question migratoire, parce que c'est interdit. C'est-à-dire que, si vous voulez, on peut faire ce type d'études, c'est-à-dire des comptages ethniques, comme par exemple là, le CSA, parce que c'est sur un champ donné, c'est dans un domaine donné, les chercheurs ont le droit de le faire, etc. Mais dès lors que ça touche la statistique nationale, c'est-à-dire vraiment l'organisme délivrant la statistique publique, il est interdit parce que c'est marqué noir et blanc dans la Constitution. La République est une et indivisible, c'est interdit, c'est illégal. Donc on n'a pas le droit de faire de fichiers ethniques. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait de toute façon changer la Constitution et accepter les statistiques ethniques. Moi, je pense que, en fait, on ne veut pas faire des statistiques ethniques parce que véritablement, on ne veut pas voir que c'est un vrai problème, en fait. Donc, on s'abrite derrière des mesures, des idées, une question idéologique, même si je l'entends, cette question idéologique. Personne n'est content d'être catégorisé. Sauf que dans la vraie vie, les gens sont déjà catégorisés. On catégorise le noir, l'arabe, l'asiatique, etc. Donc, en fait, elles existent déjà, puisque c'est sur ces bases et ces catégorisations que les discriminations raciales ont lieu. Donc, en fait, les populations elles-mêmes, quand on les interroge, ne sont pas du tout hostiles au fait d'être catégorisé si c'est à des fins de correction des inégalités, en fait. C'est un outil, tout simplement. Je voulais aborder avec vous plusieurs autres choses. Il nous reste très peu de temps. Ouais, j'aimerais qu'on en aborde plusieurs. Tout d'abord, sur le fait qu'il y ait des bouquets aujourd'hui thématiques sur l'Afrique qui font qu'il y a un réel engouement aujourd'hui pour les Africains vivant en France qui vont regarder les chaînes de leur pays et donc qui s'abonnent aux bouquets africains. Ouais. Est-ce que c'est un contournement? Est-ce que c'est une stratégie? Oui, je pense que c'est parce que les diffuseurs ne sont pas dingues. Ils se rendent compte effectivement qu'il y a une demande, qu'il y a un public. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il y a des populations qui ont des demandes spécifiques. Et donc, voilà pourquoi c'est intéressant de voir que ça marche. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça reste en fait catégorisé, si vous voulez, ghettoisé, dans le sens où en fait, on va
accorder un type de programme spécifique à certaines populations. Donc ça, c'est vraiment une avancée, c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'existence de médias qui s'adressent à une cible spécifique, en l'occurrence ethnique ou de couleur de peau ou issue d'un continent, etc. Donc ça, d'ailleurs, c'est valable pour d'autres origines, pour d'autres chaînes. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très bien, mais je pense que ce n'est pas incompatible avec une représentation aussi sur les médias mainstream et sur les médias généralistes. Je pense qu'il faut les deux. Et si on prend pour modèle, par exemple, l'Angleterre, dont je parlais tout à l'heure, qui est un pays intéressant pour nous à titre de comparaison, puisque c'est un pays qui a esclavagiste, colonialiste, et qui a connu des grandes vagues de migration, qui a une population extrêmement multiculturelle, exactement comme le cas français, eh ben, on se rend compte qu'il y a les deux. Il y a autant ce qu'on appelle les médias des minorités, ou les médias ethniques, ou les médias pour une cible communautaire, qu'une représentation dans les médias généralistes. Moi, je pense qu'il faut les deux pour avoir une meilleure inclusion. Et l'autre dimension que je voulais aborder avec vous également, c'est celle des médias français aujourd'hui qui se projettent en faisant des rédactions spécialisées sur l'Afrique. Il y a le Monde Afrique, il y a le Point Afrique, il y a de nombreux aujourd'hui médias qui s'orientent vers le continent africain. Exactement. Est-ce une façon d'aborder la question sans véritablement la prendre en compte, d'externaliser en quelque sorte? Alors moi, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait positif. C'est-à-dire que ça montre qu'il y a un intérêt, comme vous disiez tout à l'heure, pour la question de l'Afrique. Et pourquoi il y a un intérêt? Parce que, comme on l'a dit, il y a énormément de populations d'origine africaine vivant en France et surtout qui sont françaises, qui sont nées en France, mais qui ont un lien culturel très fort. Donc ça, voilà, ça montre qu'on prend en compte ce type de public. Et il y a aussi des personnes qui ne sont pas issues de ce continent, mais qui ont un lien personnel ou qui s'y intéressent par pur intérêt intellectuel. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense que le fait que ce soit des rédactions spécifiques, ça permet effectivement de fouiller le sujet, justement de sortir un peu des caricatures, etc. Donc ça, c'est bien. Mais après, la chose à améliorer, et qui est moins bien à mon sens, c'est le fait qu'il n'y ait pas autant de représentation que ça reste circonscrit à un média lui-même, à une rédaction elle-même. Donc c'est bien parce que ça permet d'aller dans la profondeur, dans la nuance, etc., de sortir de la caricature. Mais je pense qu'il faudrait faire plus de ponts, en fait, et surtout développer la représentation dans les médias généralistes qui s'adressent à l'ensemble du public français. Je trouve que c'est intéressant, si vous parlez du Monde Afrique, dans le monde papier, on se rend compte en fait qu'il y a certains articles du Monde Afrique qui sont mis en avant dans l'édition nationale, en fait. Et ça, depuis quelques années, ça fait pas très longtemps, il me semble, et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que c'est sur des sujets autant politiques, économiques, culturels, société. Et ça permet effectivement de donner de la visibilité à ces rédactions et à ces médias plus spécifiques, en faisant des ponts dans les médias généralistes, pour donner une visibilité plus variée et plus poussée des populations noires vivant en France. Question un peu centrée sur une chaîne comme Eden, qui est une chaîne à vocation panafricaine. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait peu de représentation à la fois de l'Afrique et des minorités ethniques qui sont d'ascendance africaine en France donne un champ de visibilité pour ces chaînes-là en France plus important? Complètement, tout à fait, parce que ça permet de combler un vide, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment intéressant que ce type de chaîne existe, parce que ça s'adresse à un public qui est souvent négligé, mais qui de toute façon va quand même regarder la télévision et justement va aussi... parce que c'est intéressant que ce type de chaîne existe, parce que ça permet en fait aux populations noires de ne pas aller rechercher des modèles de représentation dans la culture afro-américaine. Moi, c'est ce que j'ai montré dans le cadre de mes recherches, c'est qu'en fait, les populations noires françaises, qu'elles soient issues de l'Afrique ou de l'outre-mer, et particulièrement les jeunes générations, vont chercher en fait des figures dominantes, des représentations, et vont s'identifier à une histoire nord-américaine. Donc effectivement, c'est vrai qu'elle est très proche de nous. On a vu les ponts entre l'affaire George Floyd, Adama Traoré, etc. Ça montre qu'on est dans les mêmes problématiques, mais il y a quand même une spécificité culturelle et nationale qui n'est pas la même. Et donc de pouvoir en fait se sentir représenté avec des personnes qui viennent de chez nous,
de notre histoire. Je pense que c'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant et rafraîchissant pour le public français multiculturel. Et donc, ça permet d'avoir en fait des lieux de représentation pour les téléspectateurs noirs français. C'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cette émission qui était consacrée à la représentation à la fois de l'Afrique et des minorités ethniques africaines en France. Merci beaucoup Marie-France Malonga d'être venue. Merci beaucoup Louis, c'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.